Compose, épisode 69. Je pense que déjà depuis toute petite, quelque chose que mes parents m'ont toujours dit, c'est que je faisais que répéter à mes parents « plus tard je veux changer le monde ». J'ai toujours répété ça, je ne sais pas pourquoi. Et à la toute base, moi j'ai étudié Sciences Po parce que je voulais être militaire. Donc vraiment rien à voir. Mais j'avais toujours cette volonté d'aider, de changer le monde, etc. Et j'ai été diagnostiquée en fait pendant mes études et en fait ça a complètement c'est venu perturber à fond mes études au point que j'ai arrêté mon master parce que je n'arrivais plus du tout à continuer. Et je me suis dit en fait Laura, peut-être que tu veux changer le monde mais autrement. Et en fait je pense que la vie m'a vraiment mis là-dessus. J'étais en train d'étudier la Sciences Po, donc je comprenais un petit peu comment ça se passait au niveau politique, etc. Donc ouais, je pense que la vie m'a vraiment menée là-dessus et c'est dans mes tripes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Laura Lequeux. Laura, c'est la fondatrice de l'ASBL Toi Mon Endo, qui a pour but de sensibiliser et de rassembler autour de l'endométriose. Ensemble, on a parlé de cette maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10, du fait qu'elle répétait à ses parents qu'elle voulait changer le monde, du lancement de l'association, de sensibilisation dans les écoles, du cahier menstruel que sa propre école lui avait fait, des 21 gynécologues qu'elle a rencontrés sans avoir de diagnostic, de communauté, d'identification, d'entrepreneuriat, de financement et de salaire, des réseaux sociaux et du fait qu'ils n'ont pas de barrières. Cet épisode est diffusé dans le cadre du Podcaston, qui a pour but de mettre en avant des associations et ONG, et je suis heureuse d'avoir choisi de mettre en lumière Toi Mon Endo. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très belle écoute, et au fait, vous l'entendrez, j'ai le nez qui est de plus en plus bouché au fil de la discussion. Désolée. Merci Laura d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci de m'inviter. Tu es donc la fondatrice de Toi Mon Endo, qui a pour but de visibiliser et de sensibiliser autour de l'endométriose. Peut-être pour commencer, en fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette maladie, est-ce que tu peux expliquer ce qu'elle est exactement ? Ah, grande question. L'endométriose, c'est une maladie qu'on a longtemps appelée comme gynécologique. Nous, vraiment, on a à cœur de dire gynécologique et multisystémique parce que du coup, ça permet de visibiliser le fait que ça s'arrête pas du tout juste aux règles et juste au système reproducteur. Donc, c'est une maladie gynécologique et multisystémique, chronique, incurable et inflammatoire. Donc, c'est beaucoup de mots pas très joyeux en un package. Et tu as un peu des chiffres ? Ça touche combien de personnes ? Ouais, on parle de 1 à 2 femmes sur 10. Il y a même des pays, par exemple l'Australie, où maintenant les statistiques disent 1 sur 7. Donc on commence vraiment à se rendre compte qu'il y a énormément de femmes qui sont touchées, ce qui représente, par exemple en Belgique, plus ou moins 650, 700 1000 citoyennes belges. Donc c'est énorme, et il y a un retard de diagnostic quand même de 7 à 12 ans en Belgique. Ça, c'est une étude belge aussi, donc ouais, il y a beaucoup de boulot. Pourquoi tu as décidé de lancer cette ASBL Toi Mon Endo ? Parce que je suis atteinte d'endométriose, et en fait, donc moi j'ai été diagnostiquée il y a 6-7 ans maintenant, et on n'en parlait pas du tout. Ouais. Et en fait, au contraire, quand moi j'ai été diagnostiquée, j'essayais un peu d'en parler à mes copines, et c'était très mais parle pas de ça, enfin c'est des règles et tout, un peu c'est dégueulasse. Vraiment, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est dégueulasse. Et je me suis dit, mais en quoi c'est dégueulasse ? Enfin, on a tous des règles, pratiquement, enfin c'est pas du tout tabou. Et surtout quand j'ai recherché de l'aide, en fait, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, mais c'est fou parce qu'on est autant de femmes atteintes, il y a personne qui en parle et il y a aucune ressource en Belgique. Et même au-delà, mais en tout cas, moi ici, c'était la Belgique. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, faut que ça change et pourquoi pas lancer le changement, quoi. Oui, justement, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment lancer ce changement ? Parce que, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ton cas et qui ont eu des retards de diagnostic, etc. Mais tu vois, toutes ne lancent pas une ASBL pour visibiliser vraiment cette maladie. Quel a été ton déclic ? Je pense que déjà depuis toute petite, quelque chose que mes parents m'ont toujours dit, c'est que je faisais que répéter à mes parents « plus tard je veux changer le monde ». J'ai toujours répété ça, je sais pas pourquoi. Et à la toute base, moi j'ai étudié Sciences Po parce que je voulais être militaire. Ouais. Donc vraiment rien à voir. Mais j'avais toujours cette volonté d'aider, de changer le monde, etc. Et j'ai été diagnostiquée en fait pendant mes études, et en fait ça a complètement c'est venu perturber à fond mes études au point que j'ai arrêté mon master parce que je n'arrivais plus du tout à continuer. Et je me suis dit, en fait, Laura, peut-être que tu veux changer le monde, mais autrement. Et en fait, je pense que la vie m'a vraiment mis là-dessus. J'étais en train d'étudier la Sciences Po, donc je comprenais un petit peu comment ça se passait au niveau politique, etc. Donc ouais, je pense que la vie m'a vraiment menée là-dessus, et
Et c'est dans mes tripes. Je sais pas le dire autrement. Je pense que si j'ai une mission sur Terre dans cette vie, c'est de faire de l'endométriose. Et concrètement, du coup, quelles ont été les étapes pour lancer cette ASBL et puis comment tu as commencé la recherche de subsides, d'aides, etc. Et ouais, comment se sont passés les débuts? Pas simple, c'est pas simple du tout. Donc au tout début, moi, en fait, d'abord j'ai commencé à raconter mon histoire au travers de vidéos YouTube. Vraiment, je m'étais dit, tu sais quoi, Laura, raconte ton truc. C'était pendant le Covid, j'avais rien d'autre à faire. J'étais la bonne petite élève à l'école qui était toujours à jour, donc moi je m'ennuyais à mourir. Je me suis dit, tu sais quoi, pose-toi sur ton lit et raconte ton histoire. Et si on va voir cette vidéo maintenant, c'est super drôle parce qu'on voit moi complètement, vraiment genre super jeune adulte avec encore mes doudous en arrière-plan sur mon lit, vraiment un cadre pas du tout où on s'est dit ok ça va mener quelque part quoi. J'ai posté mon histoire et j'ai eu plein de retours et en fait il y a eu plein de commentaires et tu vois sur YouTube il y a des petites photos de profil et ce qui m'a marqué c'est de me dire waouh, on dit toujours une femme sur 10, mais en fait il y a des visages, il y a des histoires, c'est pas juste une stat en fait. Et c'est là vraiment où je me souviendrai toute ma vie, ça m'a marqué de me dire purée, il y a plein de vie en fait derrière le mot endométriose, une femme sur 10. Et de là, du coup, j'ai vraiment commencé à beaucoup en parler sur les réseaux et je me suis dit, en fait, il faut mettre un cadre autour de tout ça parce que c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur, de plus en plus de followers, etc. Donc, mettons un cadre. Du coup, j'ai tout fait dans mon coin toute seule et pour tout dire d'ailleurs les cofondateurs en fait c'est mes parents parce qu'à l'époque je connaissais personne qui avait l'endométriose et donc avec qui s'associer pour un projet qui parle à personne donc moi j'ai dit hop maman papa vous venez avec moi dans ce projet je vous mets sur les papiers et de là en fait c'est parti et les subsides on a mis 1 an avant d'avoir les tout premiers subsides ce qui apparemment est très rapide et maintenant avec du recul je confirme que c'est très rapide mais je pense qu'on a eu la chance qu'on a eue et c'est pas une chance, mais on s'entend, c'est qu'on était les seuls. Ah oui. Et donc, ils avaient que nous, en fait, à soutenir parce qu'il y avait personne d'autre qui était actif pour l'endométriose. Et donc, pour une fois que quelqu'un faisait quelque chose, c'était OK, on va soutenir, quoi. Et donc, on a mis 1 an pour avoir les premiers subsides qui nous ont permis d'aller sensibiliser dans les écoles secondaires. Ouais. Et ça a été notre plus gros projet, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, ça c'est un peu le cheminement de tout. Et justement, quelles sont les principales missions? Où est-ce que vous œuvrez exactement avec la SBL? Donc nous, on dit que notre mission, c'est visibiliser, sensibiliser, rassembler et plaider. Visibiliser, c'est clairement sortir l'endométriose de l'ombre. Donc là, ça parle par plein de campagnes, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et donc là, c'est vraiment le grand public. C'est monsieur et madame tout le monde. On veut leur dire qu'il y a un truc qui existe et que ça fait mal et que c'est pas normal. Et ensuite, sensibiliser, là, c'est plutôt vraiment, on a des publics cibles. Le public cible, là, c'est vraiment les jeunes. Parce que le but, c'est qu'ils et elles soient au courant le plus jeune possible. Comme ça, ils peuvent être diagnostiqués tôt. Et essayer de contrôler la maladie beaucoup plus jeune quand elle est beaucoup plus petite et donc avoir moins de conséquences négatives à court et à long terme. Mais maintenant, depuis les 2 dernières années, on sensibilise aussi les professionnels de la santé au sens large, donc que ce soit les médicaux, les paramédicaux, parce qu'en fait, on est tous confrontés à l'endométriose dans le sens même un kiné qui se dit peut-être moi ça n'a rien à voir, en fait si, parce que si la patiente elle vient et qu'en fait elle a mal là, quand tu la touches, peut-être que ça peut être ça. Enfin, il y a plein de connexions à faire. Rassembler, là on parle vraiment de la communauté. En fait, les faire se sentir moins seuls. On est ensemble, vous n'êtes pas toute seule, on a une famille. Et plaider, là, c'est vraiment tout ce qui est politique et médiatique. Faire un lobbying à fond en politique et dans les médias. Parce que si on veut des changements concrets et pérennes, c'est là que ça se passe, quoi. T'as vu beaucoup d'impact, justement, pour cette partie plaider. T'as vu un impact, t'as vu une évolution depuis que tu as lancé la SBL? Ah, mais carrément, le mot endométriose n'avait jamais été prononcé ni écrit dans aucun rapport dans aucun parlement en Belgique avant que toi mon endo l'amène. Donc oui, ça a été une fierté énorme de se dire que en fait, moi j'avais même été sur place et quand j'ai vraiment entendu le mot endométriose là, je me suis dit waouh, c'est tout bête, mais en fait genre waouh, on l'a fait. Et donc on a quand même réussi à faire voter des propositions de résolution dans chaque parlement, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Alors c'est des propositions de résolution, donc c'est pas une obligation, le gouvernement n'a pas l'obligation de le faire, mais nous ça nous permet quand même de pousser beaucoup de nos demandes en disant en fait regardez, ça c'est ce qu'on a signé, etc. Donc en fait donnez-lui les moyens de le faire, quoi. Ça veut pas dire que c'est tout rose, pas du tout, mais ça a quand même eu un gros impact. Tu parles beaucoup en on. Au début, tu étais toute seule. Maintenant, tu es avec d'autres personnes dans la SBL? Ouais, donc j'ai fait ça toute seule pendant 2 ans.
Et après, il y a Delphine qui a rejoint, qui est vraiment Delphine, je dirais, c'est un gros pilier de Toi Mon Endo qui est dans l'ombre par choix personnel de sa part, mais qui est vraiment chargée de projet, on va dire, sur des missions spécifiques. Elle est en tout petit, elle a un tout petit horaire au sein de Toi Mon Endo, mais elle est hyper importante et franchement, la cause de l'endométriose est chanceuse de l'avoir en Belgique aussi. Et puis, on a aussi d'autres personnes qui viennent et puis partent pour plein de raisons différentes. Et là, plutôt, c'est tout ce qui est le poste d'animatrice dans les écoles, etc. Ouais. Et donc, ouais, on est plusieurs comme ça à faire grandir. Et justement, par rapport aux écoles, comment réagissent les élèves, en fait, quand vous venez parler de l'endométriose? Est-ce qu'il y a un malaise? Justement, tu parlais des règles, on disait que c'était dégueu, etc. Il y a un malaise de parler de ça ou justement, ça libère un peu la parole? Je pense que de manière humble, on a vraiment une bonne méthodologie dans les classes. En général, déjà, on pose un cadre qui est très friendly. Ouais. On n'est pas là dans une posture vraiment supérieure. On leur dit, voilà, nous, c'est un peu comme si on est des copains, copines aujourd'hui. On vient vraiment parler entre potes, etc. Et donc là, directement, ils se disent un peu genre... ok, c'est pas comme les profs qui peuvent parfois être autoritaires, etc. C'est pas nous qui venons les bombarder d'une info, c'est vraiment des discussions. Et puis, en fait, on leur pose dès le début une question hyper clé. On leur dit toujours, est-ce que tu as 10 femmes dans ton entourage? Et du coup, ils sont trop mignons, ils sont tous genre 1, 2, en train de compter dans leur tête et de citer tous les prénoms. Ils sont là, ah ouais, c'est vrai. Et après, ils sont tous genre, bah oui, on a 10 femmes, même autour d'eux, dans la classe, il y a déjà 10 nanas au moins. Et du coup, on leur dit, bah en fait, tu connais l'endométriose. Et du coup, ils sont genre, hein? et alors, on leur dit, bah ouais, en fait, peut-être que c'est ta sœur, peut-être que c'est ta maman, peut-être que c'est ta cousine, ta tante, ton amie, ta petite amie, toi. Et donc là, même les garçons, ils sont vraiment genre, merde, un peu genre merde, faut que j'écoute en fait, parce que ça va peut-être me concerner à un moment ou un autre. Et donc on arrive bien à capter leur attention en jouant un peu sur les émotions. Et alors avec les mecs, ce qui fonctionne trop bien, c'est pareil des petites sœurs. Genre si tu leur dis t'as une petite sœur, du coup ils sont genre oui, alors t'es là, écoute pour ta petite sœur. Et du coup ils sont genre ok. Donc ça ils sont trop choux. Je dirais que la partie la plus un peu triste, mais super positive, c'est toutes les jeunes filles qui se reconnaissent. Parce qu'en fait on voit vraiment, moi je le sais quand je commence à parler, je peux déjà dire, ok, ces deux-là, ou elle, ou ces trois-là, peu importe, va venir me voir à la fin et va me dire qu'elle a des symptômes. Ça se voit en fait, parce que je pense que l'endométriose, quand on l'a et que quelqu'un nous explique ce qu'elle ressent, on s'identifie directement. Et donc à chaque fois, vraiment, elles viennent me voir à la fin et me disent « Ah, madame, moi je me suis reconnue et tout ». Et du coup, elles sont un peu genre... un peu démunies et enfin je pense qu'elles sont un peu stressées en mode quoi, j'ai une maladie, mais en même temps elles sont genre mais donc c'est pas moi le problème, du coup on est là, non, c'est pas toi le problème en fait, et oui t'as peut-être une maladie, mais enfin on est aussi là pour t'aider et t'es pas toute seule, et donc il y a plein de solutions pour toi quoi. Donc ouais, mais on voit vraiment que les garçons sont hyper investis en fait. Ce genre de discours justement dans les écoles, c'est ce que toi t'aurais aussi aimé avoir quand t'étais plus jeune? Oui, mais c'est carrément pour ça que je l'ai lancé. Moi, j'avais un cahier de punition menstruelle. Donc moi, on m'avait donné un cahier menstruel à l'école parce que à chaque fois que j'avais mes menstruations, c'est-à-dire chaque mois, je perturbais la classe et ça les ennuyait. Parce que j'étais la nana qui allait dire, madame, je suis désolée, en fait, j'ai super mal, je dois absolument aller aux toilettes et tout, et on me disait non, tu attends, machin. Et vu qu'on m'interdisait d'aller à la toilette, alors qu'en fait j'avais des crises de diarrhée incontrôlables, je m'évanouissais en classe. Et donc je perturbais la classe en fait, et ça leur plaisait pas. Et donc ils m'ont fait ce cahier pour anticiper. Comme ça, c'était réglé, quoi. Tiens, c'est ton moment, tiens, tu prends ton cahier, vu que de toute façon, t'as envie d'avoir l'attention sur toi, quoi. Oh, purée. Et ouais, c'était vraiment horrible. Et je me suis dit, en fait, on a des animations qui sont hyper importantes, de personnes de planning familiaux qui viennent nous expliquer comment mettre un préservatif sur une banane. À l'époque, en tout cas, moi, c'était une banane. Je sais pas si c'est encore le cas, mais moi, ils utilisaient une banane. Mais en fait, personne nous a jamais dit que c'était pas normal de louper les cours à cause de ces règles. Ouais. Et pourtant, c'est une phrase. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que ça arrête, parce que si moi, on m'en avait parlé à cet âge-là, j'aurais évité les 7 à 12 ans en moyenne de retard de diagnostic. Et c'est vraiment pour ça que je me suis dit, en fait, il faut prendre le problème à la source. Et la source, c'est quoi? C'est quand on est ado et qu'on nous dit que c'est normal, en fait. Oui, d'ailleurs, toi, tu as dû passer par beaucoup de professionnels de la santé, justement, avant d'avoir enfin ton diagnostic. Ouais, j'ai vu 21 gynécos et médecins. Médecin surtout du coup urologue et gastrologue, vu que moi c'était des symptômes digestifs et urinaires, et tous me disaient que c'était normal,
tous me disaient que j'étais stressée, tous me disaient que, enfin oui, c'était ce qui revenait souvent, le stress, vous voulez avoir de l'attention, vous avez un manque d'attention et donc en fait vous faites tout pour avoir de l'attention, etc. Et c'était pas du tout ça, bien entendu, c'était de l'endométriose. Et je suis loin d'être la seule à vivre ça. Hein. En moyenne, on dit qu'il faut 10 gynécos pour avoir un diagnostic de l'endo. Et tes parents te suivaient beaucoup dans ces rendez-vous? Oui, je pense que... en fait, je suis de nature très têtue. Ce qui parfois est pas toujours bien, parce que je suis très têtue, mais je pense sincèrement qu'avec l'endométriose, c'est ce qui m'a sauvée. Ouais. Parce que même quand les médecins me disaient c'est normal, même à 15 ans, j'avais cette force de je ne sais où, mais j'avais cette force de dire mais en fait non, genre c'est pas vous dites de la merde en gros. Je leur disais peut-être pas ça comme ça, mais en fait j'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient et je leur faisais savoir. Et donc mes parents ils étaient un peu genre mais enfin pour qui elle se prend, elle dit non à un médecin, mais d'un côté en même temps, quelle gamine, enfin, quel ado de 15 ans va s'amuser à aller à autant de rendez-vous super invasifs, à faire des gastroscopies, à faire plein de trucs si t'as rien. Enfin, moi, j'y crois pas en toutes ces personnes qui disent que, enfin, bref, c'est un autre sujet, mais moi, je pense sincèrement qu'il faut toujours croire la personne. Et donc, mes parents m'ont quand même, je pense, relativement très souvent cru. Le seul truc, c'est que je pense que parfois, ils doutaient, mais je les recadrais. Oui. Genre, vraiment, je leur disais, en fait, c'est mon corps. Et soit vous me croyez, vous êtes avec moi, soit pas ciao, mais en mode, faites-moi confiance. Enfin, c'est mon corps, en fait, je le connais. Donc, voilà. Et maintenant, ils le savent. Maintenant, ils savent que je connais très bien mon corps. Et que quand je dis quelque chose, c'est que je sais qu'il y a quelque chose, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand vraiment on a dit le mot endométriose? Qu'est-ce que t'as ressenti? On me l'a pas dit. On te l'a pas dit? En fait, je l'ai lu sur Internet. Ah, donc moi, après ces 21 rendez-vous là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'un jour, j'avais à chaque fois je perdais du sang pendant mes rapports sexuels, et j'étais chez un médecin qui m'a dit en fait, vous êtes enceinte, vous êtes en train de faire une fausse couche. Et je disais mais ça fait 6 mois que j'ai plus de rapport, donc soit j'ai vraiment fait un gros déni. Soit il y a un problème, mais moi en tout cas j'ai pas consciemment eu un rapport depuis les 6 derniers mois. Et donc il me dit non, je vous assure, vous êtes en train de faire une fausse couche en début de grossesse. Mais je dis mais j'ai pas eu de rapport. Et là vraiment je me suis dit mais il est complètement à la masse. Et j'étais à l'UNIF, donc je pense que j'avais une nouvelle ouverture d'esprit aussi et j'osais encore plus m'affirmer. Et il m'a donné en fait un cachet pour vraiment expulser, soi-disant. Et là je me suis dit il y a un sérieux problème. Et j'ai refusé de prendre ça. Et vraiment, là, je me suis dit, maintenant, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus les voir. Je vais trouver par moi-même ce que j'ai. J'ai tapé mes symptômes sur Google. On dit toujours, faut pas faire ça parce qu'on finit par diagnostiquer des trucs horribles. Mais moi, c'est ce qui m'a sauvée, en fait. J'ai tapé mes symptômes et j'ai lu le mot endométriose pour la première fois. Et je me souviens, j'ai pleuré de joie. Je me suis dit, c'est trop bien. Il y a une maladie qui existe et c'est exactement ce que j'ai. Et donc, ça en dit long sur le fait que en fait, on n'est pas censé être content de trouver qu'on a une maladie, mais j'avais tellement été mis sous silence et banalisée que moi, j'étais genre, wow, pump it up, genre, on a trouvé le truc, quoi. Et donc, en fait, je me suis un peu autodiagnostiquée comme ça. Après, du coup, j'ai été revoir un gynéco et j'ai dit, en fait, moi, je sais que j'ai ça. Faites ce que vous voulez, mais vous allez me la trouver maintenant, j'en ai marre. et donc là, on a fait IRM, échographie, tout revenait bien. Il y avait rien. Il me disait, mais regardez votre IRM, elle montre rien. Et je disais, ouais, mais en fait, les IRM, elles montrent pas tout. Quoi. Donc, arrêtez. Et du coup, il m'a opérée. Et là, au réveil, je me souviens toute ma vie, il m'a dit mademoiselle, vous avez raison, vous avez de l'endométriose. Et moi, j'ai encore une fois pleuré de joie. Et vraiment, j'étais genre, waouh, un peu genre, là, c'est un nouveau jour de ma vie, en fait. C'est le premier jour d'une nouvelle vie. Et ça, c'était fort. J'étais un peu pétée à la morphine aussi à l'hôpital, mais j'ai vraiment eu ce waouh. Et le lendemain, par contre, quand j'avais plus de médoc et tout, là, j'ai vraiment pleuré de... mais en fait, j'ai dû passer par tout ça pour avoir un diagnostic alors que j'ai 19 ans. C'est pas juste. On n'est pas censé vivre ça à 19 ans. On est censé sortir, on est censé s'éclater, en fait. On n'est pas censé traverser des épreuves comme ça. Et ouais, je trouvais que c'était pas juste. Et vu que c'est difficile de trouver un professionnel qui te croit aussi, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, tu as trouvé un ou une gynécologue qui connaît l'endométriose et qui sait en fait comment te traiter correctement? Oui, alors il y en a vraiment pas beaucoup en Belgique. Ce qui est compliqué, c'est que le titre, on va dire, d'expert en endométriose n'est pas labellisé, n'est pas protégé. Donc n'importe qui peut être expert en endométriose demain. Moi, j'ai trouvé ma personne, disons, en qui j'ai vraiment confiance. Il y en a quelques-uns quand même de très bons, mais je pense que même les très bons ont encore plein de choses à apprendre.
Même moi, parfois, je leur amène des études ou quoi, et je suis là, vous avez vu ça? Ah non, on n'avait pas vu. Je suis là, oui, bah regardez, c'est trop bien. Mais par contre, avec eux, c'est une relation vraiment d'équipe. Eux sont hyper ouverts à entendre ce que moi j'ai à leur dire. Enfin, c'est pas des médecins qui ont un ego surdimensionné, qui veulent pas entendre ce que la patiente a à leur dire. Et ça, je pense que c'est une dynamique qui est vraiment différente. Et c'est pour ça que je les apprécie, parce que ils ne peuvent pas tout savoir. Ils sont humains. Mais au moins, si je leur amène une info qu'ils savaient pas, ils sont hyper ouverts à l'entendre et à en discuter. Et je pense que c'est ça qui fait d'un médecin un bon médecin. Ouais. Et ouais, comme tu le disais, t'es passé par ta chaîne YouTube où t'as expliqué vraiment ton parcours à toi, ce que t'as vécu, etc. Est-ce que c'était difficile d'être aussi transparente sur quelque chose d'aussi intime? Mais pas du tout. Et parfois, quand j'y repense, je me dis, bah Laura, toute ta vie intime, la plus intime, sexuelle, etc., est sur YouTube et sur les réseaux. Mais je sais pas, j'ai aucun problème avec ça en fait. Pour moi, la sexualité doit pas être tabou, les règles ça doit pas être tabou, les crises de diarrhée. Hier encore, j'étais en école et je dis le symptôme crise de diarrhée, et je vois un groupe de mecs en train un peu de rigoler, genre ah c'est trop comique crise de diarrhée. Et je les ai calmés en 2 secondes. Je les ai regardés, j'ai dit bon vous là, vous avez jamais eu la diarrhée de votre vie? Et du coup c'était genre tout rouge en mode oh mon dieu c'est trop gênant. Et je dis bah vas-y réponds, tu trouves ça drôle? Et du coup il était là. Oui, genre super mal à l'aise. Et du coup, je dis, bah, tu vois, t'as eu la diarrhée, j'ai la diarrhée, c'est pareil. Enfin, dans cette pièce, on a tous déjà eu la diarrhée, tu vois, il n'y a pas de tabou. Et je pense il va réfléchir 2 fois la prochaine fois avant de rire d'une diarrhée, parce qu'il n'y a rien de drôle. Enfin, je veux dire, t'as 16 ans, à un moment, c'est bon, enfin, stop. Donc non, j'ai pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas de tabou autour de ça. Et c'est peut-être plus facile aussi pour les personnes extérieures justement de s'identifier, quoi. Si toi tu racontes ton parcours plutôt qu'un médecin qui nous parle de symptômes d'une maladie, une personne qui en souffre, qui en parle, on a peut-être plus tendance à s'identifier, quoi. Oui, carrément. Et je pense que de toute façon, une personne qui le vit l'expliquera toujours mieux que quelqu'un qui le vit pas. Et ouais, je pense que c'est ce que souvent on me dit, purée, t'es comme une grande sœur endométriose, quoi. Ouais. Oui, on me dit souvent, je m'identifie à fond à toi. Et ça a été quelque chose où j'ai dû prendre un peu de distance aussi parce que, du coup, dès que j'exprimais un symptôme ou quoi, il y en avait aussi beaucoup qui directement disaient avoir le même. Ah oui. Je dis pas que c'est pas le cas, mais il y a aussi des personnes vraiment où ça va un peu trop loin dans l'identification ou qui veulent voir exactement les mêmes médecins que moi, qui veulent la même pilule que moi, qui veulent le même truc que moi. Et au-delà du fait que ce soit peut-être un peu bizarre, c'est juste que c'est pas parce que ça me correspond à moi que ça te correspond à toi, en fait. Et tu peux pas baser ton traitement sur ce que moi je fais. Tu peux, ok, si je vais nager, va nager si tu veux, parce que ça va rien te faire de mal, mais c'est pas parce que je prends la pilule A que tu dois prendre la pilule A, quoi. Et donc ça, c'est un peu... parfois, il y a un peu trop ce sentiment de je veux m'identifier, parce que si elle va mieux, moi aussi, je veux faire comme elle, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, c'est juste le fait de se montrer aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas facile. Du coup, est-ce que tu as eu aussi des revers à ce niveau-là, au niveau de la SBL parce que tu es fort active, par exemple, sur Instagram? Non, jamais. Le seul truc qui est un peu drôle, qui m'a vraiment saoulée un jour, j'ai jamais eu de critique ou quoi que ce soit. Vraiment, je touche du bois, mais j'ai jamais rien eu. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est que donc j'ai rencontré mon copain lors de ma dernière chirurgie d'endométriose en Suisse. Donc super belle histoire d'amour, chirurgie super compliquée, mais bam, on trouve l'amour, tu vois, le truc que tout le monde adore, qui peut vraiment être un film. Et il avait, à l'époque, vraiment, donc il y a déjà 2-3 ans, il avait fait une story où il m'avait tagué. Et à l'époque, j'avais même pas de compte privé, genre, enfin, pour moi, il y avait tellement pas de tabou. Et plein de nanas l'ont trouvé, et elles l'ont toutes demandé sur son compte privé. Et vraiment, je me suis dit, mais hey, non, genre c'est mon mec, c'est quoi cette histoire? Et donc voilà, c'est vraiment le seul truc où je me suis dit, il y a quand même une barrière qui n'existe pas en fait sur les réseaux. Parce que si c'était dans la vraie vie, je suis sûre qu'aucune de ces nanas aurait été faire un câlin à mon mec. Enfin, non. Et là pourtant, mais quand je te dis plein, c'était une centaine de nanas qui lui avaient demandé en ami, quoi. Et là, je me suis dit, oh waouh, ok. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Et du coup, aujourd'hui, tu consacres vraiment 100% de ton temps à la SBL? Ouais, je dirais même plus. Ouais. Non, dans le sens où, mais comme tout, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est pas du 100%. C'est du 150, 200, 300%. Ce qui est incroyable, ce qui est aussi extrêmement énergivore, surtout que du coup, j'ai la maladie. Donc ça, parfois, beaucoup de gens l'oublient. Parce que je me maquille, parce que je m'habille bien, ou enfin, peu importe ce que les gens disent, mais parce que en fait, j'ai pas l'air malade si on prend les clichés d'une personne malade.
Et donc c'est hyper intense parce que c'est quelque chose qui te conduit tellement, enfin qui te je sais pas comment on dit, mais bref, qui vraiment m'anime dans mes tripes, dans mon sang, dans tout ce que tu veux, qui fait que toi-même, tu te mets plus de limites. C'est-à-dire, le week-end, je suis dessus, le soir, je suis dessus, la nuit, parfois, je me réveille, je suis en insomnie, je suis genre, ah purée, mais attends, faut que je note ça pour faire ça, et ça peut être trop cool comme event, machin. Et donc, je pense que clairement, c'est pas un job 9-17, c'est un job 24/24. Mais voilà, après, je pense que tout entrepreneur comprendra ce que je dis. Parce que c'est de l'entrepreneuriat, en fait. Oui, j'allais dire, tu te considères comme entrepreneuse? Je l'ai réalisé il y a pas longtemps. Parce que je pense qu'avant, il y avait surtout cette vision de c'est une asso. C'est une petite ASBL. Mais en fait, les gars, c'est une entreprise. T'as des employés, t'as des responsabilités, t'as des budgets. Enfin, en fait, c'est une entreprise. C'est juste qu'on se fait pas de bénéfices, mais c'est une entreprise. Et vu que je l'ai montée de scratch, enfin de zéro, comme on dit, oui, je pense que clairement, je peux dire que je suis une entrepreneuse, mais je me suis pas encore fait à dire ça. Et tu t'attendais, voilà, tu voulais devenir militaire, mais aujourd'hui, t'es entrepreneuse, t'as créé ta propre assos. Tu t'attendais à ce chemin-là? Quand je lance quelque chose, je sais qu'en général, je suis ambitieuse, sinon je le fais pas. Si j'y crois pas sur du long terme, je le fais pas. Et je sais que je me suis toujours dit, Laura, toutes les décisions que tu prendras, pose-toi la question de est-ce que Laura ado serait fière de toi? Et est-ce que ce serait utile pour la Laura ado? Et je pense que quand j'ai lancé Toi mon endo, je crois que j'avais déjà une vision à très long terme que j'ai encore ici. Et on va vraiment dans cette direction-là, donc je suis contente. C'est pas toujours simple, mais on y va et puis on va y arriver. C'est trop chouette. Mais du coup, comme c'est une association, comment vous fonctionnez au niveau financier? D'où viennent les rentrées? Et est-ce que toi, en fait, tu sais te verser un salaire pour tout le travail que tu fais? Alors, les financements viennent, je dirais, à plus de 98%, ou je sais pas le chiffre exact, mais pratiquement 100% de subsides étatiques. Ce qui est super chouette, mais ce qui est hyper compliqué. Parce qu'il y a déjà eu des fois où l'argent devait arriver, par exemple, prenons un exemple, au mois de mars, il arrive pas, sauf que moi j'ai des employés à payer. Donc en fait, c'est moi, Laura, qui dois injecter mon propre argent dedans pour payer les employés. Et puis en fait, les subsides arrivent qu'en juillet. Et donc, toi, t'es là pendant 3, 4, 5 mois, t'as pas d'argent et t'es en stress constant de est-ce que je vais savoir payer les employés. Et c'est pas normal que ce soit moi, Laura, qui ait à mettre mon argent personnel. Enfin, c'est juste pas cohérent du tout. Donc on a la grande majorité, c'est des subsides. On a un tout petit peu de dons, mais moins de 1 000 euros par an. Donc c'est vraiment minime quand on sait le nombre de femmes atteintes. Enfin, c'est vraiment, et ça c'est un peu triste de voir qu'il n'y a pas plus d'engouement à donner, surtout qu'on est ultra transparent. Nos comptes sont sur Internet, genre nos rapports d'activité sont sur Internet. On partage tout en stories ce qu'on fait. Donc je pense que s'il y a bien une asso qui est transparente, on doit être dans le top 3 à mon avis parce qu'on est extrêmement transparent. Donc c'est vraiment un mini peu de dons et l'argent de l'État. Et alors moi pour le salaire, je pense comme tout entrepreneur, c'est pas tout le temps. Moi j'ai un contrat, mais parfois je dois m'auto-licencier parce qu'en fait il y a plus de thunes. Donc en fait je prends la décision de me licencier moi pour garder les autres. Parce que moi je me dis en fait je le fais bénévolement et parce qu'il faut que ça tourne, mais du coup j'ai toujours besoin de mon équipe, donc je me licencie moi, puis je me réengage moi, mais c'est pas du tout pérenne et surtout je pense que c'est pas juste du tout parce que le salaire que j'ai c'est le plus mini salaire de tout le monde qui travaille chez Toi mon endo, ce qui n'est juste pas cohérent, et c'est le salaire au barème minimum légal, donc c'est micro, on parle de 1 700 par mois quoi. C'est que dalle. Aujourd'hui c'est que dalle, tu sais pas survivre avec ça quoi. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement le projet devienne pérenne et d'où pourrait venir l'argent en fait? On parle maintenant beaucoup de mécénat et de sponsoring, mais on le voit. Donc là, ça fait 1 an qu'on a enclenché toutes des procédures pour avoir des mécènes et des sponsors. Mais c'est super compliqué. Il y a des cuts budgétaires dans toutes les entreprises. Ils te disent oui pour ça et 6 mois plus tard, ils te disent en fait non. J'ai eu le cas hier. Une entreprise qui me promet 5 000 euros depuis juin 2024. Et là, ils m'ont annoncé hier qu'ils avaient plus que 1 000. Et donc toi, dans tes budgets, tu prévois ça. On avait les contrats, on avait tout. Et puis en fait, ils te disent non, on retire 4 000. Et toi, t'es là, en fait, mes budgets, je fais quoi? Et donc c'est hyper compliqué. Et en fait, il faudrait vraiment avoir un financement pérenne et à la hauteur du travail qu'on fournit parce que les subsides étatiques qu'on a, moi comme je dis, j'ai pas de tabou, donc on donne des chiffres, on a 45 000 par an. Ah putain.
pour s'occuper de 650 à 700 000 femmes. Ouais. Enfin, le prorata, il est ridicule. Et on nous demande de faire des campagnes partout, des campagnes dans les écoles, des campagnes dans les hôpitaux, de faire du lobbying. On nous demande plein de choses avec 45 000 euros, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais rien. Et donc, par an, pour le moment, on tourne avec des 45, 46, si on a beaucoup de chance, 50 000 si on a un peu plus de dons ou autre. Mais c'est que dalle. Non, c'est que dalle. Et ça fait 5 ans qu'on est là et on est les seuls. Donc, à un moment, aidez-nous. Et quand on a commencé, on avait 30 000. Donc, encore moins. Les 45 000, ça fait un an et demi, je crois. Ah oui. Surtout que, tu le disais dans une autre interview, tous les événements que vous organisez, c'est aussi accessible à toutes et tous. Et donc, si les gens n'ont pas les moyens de se payer un atelier, une conférence, ils peuvent venir gratuitement aussi, quoi. Donc, vous fournissez vraiment quelque chose d'accessible à l'ensemble de la population. En fait, au début, on a lancé des ateliers thématiques pour mieux vivre avec l'endométriose, du yoga, cuisine anti-inflammatoire, ce que tu veux. Et au début, moi, je voulais le faire gratuit. Et il y a vraiment tout le monde qui m'a dit, Laura, t'arrêtes tes conneries maintenant. Genre, t'arrêtes de faire tout gratuit parce qu'en fait, tu veux faire plein de trucs gratuits et puis tu survis pas et en fait, l'assaut, elle va juste s'arrêter et il y aura plus rien. Et du coup, j'étais genre, ok, c'est vrai. Et donc, on a mis des tarifs. Au début, c'était des tarifs vraiment, on avait mis 7, 10, 7, 12, je crois, et puis 16, tarif basique, tarif réduit, tarif basique et tarif soutien. Et en fait, on se rendait compte quand même, comme ça, pratiquement tout le monde prenait le plus bas. Et on s'est dit, mais allez, c'est quand même... Et puis tu vois les personnes qui viennent, tu vois les profils que c'est, alors l'habit fait pas le moine, mais c'est, je pense, pas des personnes... En fait, quand tu parlais avec elles, elles te disent, ouais, moi j'ai un job, machin, donc tu te dis, pourquoi tu prends le tarif ultra réduit? Et donc là, on a changé ici pour 2025, maintenant on a fait un tarif BIM, étudiant et général. Et si t'es BIM ou étudiant, tu nous envoies une attestation. Il y a plus personne qui prend ça. Parce qu'en fait, ils avaient tous un job et tout, et là tu te rends compte, mais les gars, en fait, pourquoi vous nous aidez pas? Pourquoi vous payez pas au minimum le prix que ça nous coûte? Pourquoi vous nous mettez en déficit? Et donc, mais par contre, on a toujours l'option... Si vraiment tu n'as pas les moyens, écris-nous et bien entendu, on t'offre une place. Mais là, avec le tarif BIM, on a quand même déjà quelques personnes qui ont pris le tarif BIM. Donc, on pense que c'est la méthode la plus juste au final. Oui, c'est clair. Et tu le disais aussi, la force de Toi Mon Endo, c'est vraiment la communauté. Ça te fait du bien à toi aussi de justement côtoyer des personnes qui vivent la même chose que toi, enfin entre guillemets, étant donné qu'on sait que c'est une expérience unique pour chaque personne. Enfin, expérience, c'est pas le bon terme. Je suis désolée, c'est pas du tout le bon terme de l'expérience, mais du coup c'est une maladie unique à chaque personne. Ça te fait du bien de quand même côtoyer des personnes qui peuvent te comprendre? Je pense qu'au tout début, oui. Donc il y a 5 ans. Maintenant, ça fait vraiment beaucoup de personnes. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une détresse énorme. Et tu peux pas gérer le malheur de tout le monde. Tu peux aider le plus de personnes que tu sais, mais tu sais juste pas gérer et tu sais pas accueillir. Moi, j'ai pas les épaules pour ça parce que moi aussi, j'ai des journées de merde. Moi aussi, j'ai des journées où j'ai des crises et où je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi? Oui, c'est clair. Et après, je me ressaisis, je me dis, ok, meuf, ça va aller, tu vois, genre, l'endo t'apporte aussi plein de trucs positifs, mais ça, c'est parce que j'ai un chemin de résilience qui est maintenant long. Mais donc, tu vois, tu passes une journée de merde avec plein de douleurs, et puis tu te connectes sur l'Insta de Toi Mon Endo et tu vois 150 messages aujourd'hui, tu les ouvres et c'est que des nanas qui ont des problèmes et qui ont gros sur le cœur. Ce qui est ok, c'est normal. Mais ça peut pas être ma responsabilité de répondre à tout le monde. Et donc ça, maintenant, j'ai pris la décision de ne plus répondre. Je redirige. Je leur dis, voilà, on a fait même une feuille de ressources, numéro psy, etc. Parce que juste, c'est pas mon job de passer... Imagine, tu finis ta journée à 18h, en sachant que ça n'arrive jamais. Puis tu vas sur ton tel pour, je sais pas, tu veux vivre un peu ta vie normale. Et puis tu replonges dans tout ça. Hyper compliqué. Ça te rappelle toujours... Et surtout, il y a pas de barrière. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des trucs... horribles, qui m'ont traumatisée pour toute ma vie. Des photos de choses que tu ne veux pas voir, etc. Et pourtant, je suis la meuf la plus ouverte, je crois. Mais il y a juste des choses... Non. À chaque fois, moi, maintenant, je me dis, est-ce que cette personne oserait faire ça dans la vraie vie, dans la rue? Oui, c'est ça. Mais jamais de la vie. Alors, pourquoi tu le fais là? Enfin, il y a un humain derrière qui reçoit ça, quoi. Donc, maintenant, j'ai pris un peu plus de distance. Mais par contre, aux événements, c'est trop cool de... Tout le monde te fait des câlins, tout le monde est souriant, genre c'est trop cool. Mais par contre, virtuellement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la barrière. Mais les messages que tu reçois, ça prouve aussi qu'il n'y a pas c'est pas fait, enfin les professionnels de la santé n'accueillent pas non plus ce genre de discours, quoi. Les gens ont besoin finalement de trouver un espace où ils peuvent exprimer tout ça. Oui, c'est ça, et je pense surtout que, en fait, ils et elles ont peur de ne pas être crus. Ah oui.
Et c'est surtout aussi beaucoup de personnes qui viennent et qui disent Laura, moi j'ai été là, on m'a dit que j'avais ça, et pourtant je suis sûre que j'ai l'endo, on me dit que c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? Mais cette question de qu'est-ce que je fais, c'est tous les jours. Oh, ça doit être Et du coup, t'es là, Et pourtant, on a refait notre site, qui maintenant est un site vraiment incroyable. On a même intégré l'intelligence artificielle avec un chatbot. Tu peux parler, c'est moi qui ai entraîné le chatbot, donc c'est comme si un peu tu me parles à moi, pour vraiment essayer de justement un peu libérer les messages. Mais tu te rends compte que les gens ont vraiment besoin d'une réponse de toi à eux. Genre, oui. ils attendent coucou Mélanie, tu vois, nanana. Enfin, ils attendent un truc super personnel, quoi. Ouais, C'est ouais. pas juste hey, merci pour votre message. Rendez-vous sur notre site internet si vous avez des questions, tu vois. Ils ont besoin Ouais. vraiment qu'on leur prenne la main. Et je le comprends, je l'ai vécu et je le vis encore. Bah oui, oui. Mais c'est vrai que tu peux pas être la seule à accueillir tout ça parce que sinon tu restes là-dedans non-stop, quoi. Non. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, si on veut soutenir, du coup, toi, mon endo, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait? Ben, sur le site internet, j'imagine qu'on peut se rendre là-dessus pour faire un don. Voilà, quelles sont les démarches? Ouais, d'abord, je dis toujours que le don le plus simple et le plus gratuit, c'est d'en parler autour de vous. Ça coûte rien à personne et je pense que juste en le disant à quelqu'un, on aide déjà à sauver quelqu'un d'autre de cette situation. Donc, juste faire passer le message, parler de l'endométriose de manière générale et de toi, mon endo, si besoin. Ensuite, dans l'aspect un peu plus financier, parce que l'air de rien, sans argent, en fait, on fait rien. Et donc, il faut pas se leurrer, hein. Oui, sur notre site internet, il y a un moyen très sécure et en 3 clics de faire différents dons. On a un peu fait des dons symboliques, genre 5 euros, c'est en fait contribuer à une brochure, 10 euros, c'est contribuer à un atelier. Enfin, on a fait des dons un peu symboliques comme ça. Et puis, on peut aussi organiser des événements au profit de l'asso, etc. Ça, en général, ça rapporte beaucoup d'argent. Peut-être pas beaucoup pour une entreprise ou quoi, mais pour nous, 5 euros, ça compte, quoi. Et si chaque personne donne 1 euro ou 5 euros, mais ça change tout, en fait. Et ça, je pense que les gens en sont pas assez conscients. Ouais. Tu disais qu'il fallait en parler. T'as l'impression il y a une évolution quand même par rapport à cette maladie, la visibilité aussi, notamment par le fait que voilà, il y a des personnalités publiques qui ont écrit sur le sujet. Enfin, je pense à Enora Malagré qui a sorti un livre, à Laetitia Milo. Ça aide en fait dès que quelqu'un comme ça aussi qui a une notoriété en parle, ça aide à rendre cette maladie plus connue. Oui, d'office que ça aide et c'est d'office positif. La seule chose, et c'est génial qu'elles aient écrit ça bien entendu, mais la seule chose je dirais qui est négative, c'est que pour le moment, là les 2 personnes dont tu viens de parler, elles en parlent surtout autour de la fertilité. Ah oui. Et donc en fait ça traumatise beaucoup parce que nous on le voit dans les écoles, souvent ils nous disent non mais moi si c'est pour qu'on me dise ça et qu'on me dise j'aurai pas d'enfant, je veux pas savoir. Et du coup t'es là mais non justement il faut te faire diagnostiquer pour ne pas en arriver là. Et donc il y a quand même un peu cet effet je sais pas comment l'appeler, mais cet effet un peu on va dire négatif qui vient de 2 personnalités publiques quand même super connues en France, qui ont fait des feuilletons. Je pense à Plus belle la vie. Moi, j'ai grandi avec Plus belle la vie et Laetitia Milo, tu vois. Et que du coup, tu associes directement endométriose à fertilité. Et c'est un truc aussi qui ennuie beaucoup de femmes qui ont l'endo parce que, on est bien plus que juste, entre guillemets, une machine à bébé, quoi. C'est des douleurs au quotidien. Et donc, c'est bien plus large, en fait, l'endométriose que juste, et on s'entend vraiment quand je dis juste parce que c'est énorme et c'est horrible, mais juste l'infertilité. Donc oui, ça aide, mais je pense que c'est aussi hyper important qu'il y ait d'autres visages qui racontent d'autres réalités de l'endométriose et pas juste celle de l'infertilité. T'es fière d'être l'un de ces visages? Je pense, oui. C'est encore quelque chose que je dois travailler aussi dessus pour processer. Mais oui, je pense et... Enfin oui, je vais le dire, oui, je suis fière de tout ce qu'on fait avec toi, mon endo. Trop bien. Quelle est la suite un peu? Enfin, quels sont les futurs projets que vous avez? Qu'est-ce que tu imagines voilà, pour les semaines, les mois, les années à venir? Je peux te lâcher une bombe si tu veux. Ouh, vas-y. Toi, mon endo a produit le tout premier court-métrage belge autour de l'endométriose. Excellent. Et il sort le 27 mars. Trop bien. On fait l'avant-première à l'UGC Toison d'Or. On va l'annoncer la semaine prochaine. Donc c'est... Bon, à mon avis, le podcast sortira après, mais c'est quand même... voilà. Et donc, on a fait ça en collaboration avec des vrais médecins, des vrais experts gynéco qui jouent dedans, avec des actrices. Donc, on a vraiment mélangé fiction, réalité, etc. Et en fait, ce court-métrage, l'idée, c'est que il va aller dans toutes les écoles secondaires de la FEB. Oh, wow.
Il va aussi être disponible pour les entreprises qui veulent faire des projections avec un panel après d'échanges avec nous, etc. Et puis au grand public un peu plus tard via différents events et tout. Mais donc ça, c'est ce sur quoi je travaille depuis 1 an. On a fini le tournage il y a 3 semaines. On est en pleine post-prod. Et donc là, j'ai hyper hâte de le sortir. En même temps, c'est très stressant. Mais ça, je suis vraiment fière. Franchement, j'ai regardé hier soir encore la dernière version que j'ai reçue là du film. Et genre, j'ai pleuré. J'étais là, waouh. Vraiment, j'étais là, mais Laura ado serait tellement fière de toi, Laura adulte. Et je me parlais à moi-même, j'étais en train de pleurer. Et franchement, je me suis dit, waouh. Et d'autres personnes ont vu ce film encore en interne, dont une qui a travaillé, qui était dans l'équipe de prod et qui a l'endométriose. Et franchement, elle est venue me voir en pleurs. Elle m'a dit, Laura, on va changer des vies. Je me suis dit, waouh. Trop bien. Donc ouais, voilà, ça c'est nos prochains mois. Trop chouette. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais voilà, faut se limiter. Je vais te poser du coup la dernière question, qui est la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? À tout niveau. Ouf. Je peux dire un truc super cliché, mais super bizarre. Vas-y. Avoir mon bébé. Oh. J'ai pas encore osé le faire, mais j'espère que la vie me fera ce cadeau. Donc ça, c'est mon rêve court moyen terme. Oh, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci Laura d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour suivre Toi mon endo dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. À bientôt pour un nouvel épisode.